Je suis Victor Voronov, directeur de Yoriyai, qui a établi le programme de visioconférence ici à l'Institut franco-japonais de Tokyo. Nous faisons ces visioconférences maintenant dans le cadre du groupe de collaboration internationale pour la visioconférencier dans l'Institut Sorbonne Nouvelle Paris 3 et Sciences Po, d'où vient aujourd'hui Monsieur Latour. Tous les trois sont membres. Et bonjour, Bruno Latour. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et aussi à mes côtés, Monsieur Kanamori Osamu, qui vient de l'Université de Tokyo et qui est spécialisé dans l'épistémologie française et l'histoire des sciences. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je ne peux malheureusement pas me... ni vous donner ma carte. Ça va être difficile, mais les courbettes, ça passe. Bon, Monsieur Latour, je pensais commencer par revoir votre carrière rapidement, ce qui n'est pas chose facile, parce que c'est une carrière très très riche. Vous avez commencé comme anthropologue et vous vous êtes spécialisé dans l'anthropologie des sciences, ce qui vous a amené à développer avec des gens de l'école des mines la théorie d'acteurs réseau, ce qui s'appelle aussi la sociologie de la traduction. En 1991, vous sortez un livre « Nous n'avons jamais été modernes », qui est un livre théorique, qui est un livre philosophique, qui est un livre d'anthropologie et qui est presque un tract politique. Donc ça a créé, ça a établi une thèse que, en fait, vous continuez à travailler jusqu'à nos jours. Dans le suivi, ça a été le politique de la nature et puis l'esprit de Pandore, je pense. Deux livres qui reprennent les thèmes posés dans le livre original, qui, je dois dire aussi, va bientôt apparaître ici au Japon. Je dis un mot sur ce livre. Il suggère une reconstitution de notre savoir. Et quand je dis notre savoir, je veux dire le savoir de l'Ouest. Et quand je dis reconstitution, je fais un petit jeu de mots que je vais vite clarifier. D'abord, cette reconstitution demande que une division des énoncés dans deux champs distincts, d'un côté de la société et de l'autre côté de la nature, que cette division soit surpassée en reconnaissant un état de fait qui est notre existence quotidienne en synthèse constante avec les choses. Mais il demande aussi la formation d'un parlement des choses qui doit réunir la nature et la société sous un seul gouvernement et avec une nouvelle constitution. Cette thèse, donc, est reprise avec beaucoup d'affinement dans le vocabulaire, avec une grande production de nouveaux concepts dans l'esprit de Pandore qui traite surtout les sciences, et dans la politique de la nature qui traite la politique écologique. Et puis en 2006, vous revenez vers la sociologie, pas que vous l'avez vraiment quitté, mais vous sortez un livre qui essaie de rétablir ou de redire, après avoir beaucoup utilisé, par exemple, je pense dans les deux livres d'avant, la théorie d'acteurs réseau qui devient très très présente. On le voit un peu dans le premier livre, Nous n'avons jamais été modernes, mais dans l'esprit de Pandore, et dans la politique de la nature, je trouve que c'est très très présente. Et c'est presque pas étonnant qu'après ces deux livres, vous reprenez cette sociologie et vous essayez de l'encadrer encore plus fortement. Au moins, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, voilà une petite esquisse
est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez corriger ou que vous trouvez doivent être mises en avant plus que d'autres? Oui, d'abord, merci de cette introduction. Je me considère d'abord comme philosophe. C'est ma formation initiale, mais un philosophe empirique. Donc les travaux dont vous parlez sont des travaux de deux ordres, toujours pour résoudre des questions philosophiques, mais par l'intermédiaire des terrains, c'est-à-dire de méthodes ethnographiques permettant d'aborder des questions comme celles des sciences, par exemple, mais aussi celles des techniques, de la politique, de la religion et du droit que j'ai travaillé récemment. Donc la ligne de mon n'est pas les sciences sociales, simplement c'est directement, disons, c'est un travail de philosophie et des questions de philosophie, mais par le truchement, par l'intermédiaire des terrains, de terrains empiriques. Ce que j'appelle la philosophie empirique, par opposition à la philosophie empiriste, qui est un autre problème dont nous parlerons sûrement avec le professeur Kanamori. La deuxième chose, c'est que le livre dont vous parlez, Nous n'avons jamais été modernes, je suis très content qu'il soit enfin traduit en japonais. Il a été traduit dans 27 langues, mais il n'était toujours pas traduit en japonais. Et donc, je suis très content parce que c'est un sujet tout à fait passionnant pour établir des connexions avec nos amis japonais. C'est un livre de réaction à l'incompréhension des travaux empiriques que j'ai faits. Autrement dit, lorsque nous avons décrit avec mes collègues une version réaliste de l'activité scientifique, on ne nous a pas compris. On nous a dit, mais vous êtes en train de démolir ou de critiquer l'activité scientifique, et, chose plus étonnante, on nous a accusé quasiment d'immoralité, en quelque sorte, en disant, si la science n'est plus là pour établir l'objectivité, il n'y aura plus de vie publique possible. Donc c'est pas moi qui ai étendu, disons, le projet initial de l'étude de philosophie empirique. C'est à l'occasion des réactions des collègues et de l'incompréhension de tout ce domaine qu'on appelle en anglais, parce qu'on n'a pas de terme français, Science Studies, qui est d'ailleurs la traduction en anglais du terme grec épistémologie, mais le fait que ça soit en anglais, ça fait une petite différence. Ce sont nos collègues ont en quelque sorte eu des tas de réactions extrêmement négatives. Et c'est à l'occasion de ces réactions que je me suis aperçu qu'en fait, il ne s'agissait pas du tout de théorie de la science. L'activité scientifique peut s'étudier de façon tout à fait scientifique. C'est pas ça qui était en question. C'était ce que vous avez appelé fort justement, je réutiliserai cette expression, une constitution qu'il faut donc reconstituer pour comprendre les travaux que nous faisions à l'époque. Et donc, les trois livres dont vous parlez, j'ai deux ensembles de livres. Il y a les livres empiriques qui sont les terrains, qui sont ceux, je dois dire, que je préfère. Les livres sur le droit en particulier, sur les techniques, sur les sciences. Et puis il y a les livres de réaction ou d'interprétation des réactions et qu'on pourrait appeler d'anthropologie philosophique, si vous vouliez. Et c'est les trois livres dont vous parlez. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces questions de parlement des choses et de reconstitution paraissaient, quand je les ai écrites il y a maintenant près de 25 ans, extrêmement bizarres. La notion même de parlement des choses aurait pu paraître tout à fait étrange. Aujourd'hui, à cause des crises écologiques, elle est devenue commune. Donc, des travaux à l'origine purement académiques, qui étaient de recherche qui m'est venue dans mes terrains africains il y a extrêmement longtemps, sont devenus maintenant du sens commun. Tout le monde est d'accord qu'il va falloir assembler les humains et les non-humains sous une forme politique quelconque dont nous cherchons la constitution. Donc j'aime bien votre expression de reconstitution. Il faut reconstituer la politique, comme on dit en anglais, l'ensemble du régime d'attribution des différences entre sciences, politique, droit, etc. Donc c'était juste un petit complément sur votre présentation dont par ailleurs je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais revenir juste un instant sur votre définition de vous-même. Dans la mesure que des livres comme Politique de la nature, pour juste prendre un exemple,
semble vouloir dire qu'en réajustant nos savoirs, on peut arriver à le résultat voulu au niveau de la société. On pouvait aussi vous considérer un épistémologue, mais peut-être pas absolument dans le sens du science studies. Mais je sais que vous n'avez pas beaucoup ce label, et aussi, si on fait une retraduction de science studies en français, je pense pas qu'on va trouver épistémologie. Donc, qu'est-ce que c'est votre réaction à tout ça? Les deux termes sont exactement les mêmes. Mais la nuance introduite par la langue fait une grosse différence. Science studies, c'est l'étude des sciences, qui est épistémologie, c'est aussi l'étude des sciences. La différence, c'est que ce dont je me suis aperçu dans les livres dont nous parlons, c'est qu'en fait, derrière la théorie de la science, prenons par exemple Karl Popper, qui est un exemple connu même très bien au Japon, Karl Popper ne parle de science, mais que de politique, et que de la démarcation nécessaire pour lui entre la politique et la science. Et il avait assez raison à son époque, puisqu'il se battait contre les communistes et les nazis. Donc l'épistémologie a toujours été ce que j'appelle une épistémologie politique. Donc faisons-le franchement, ne disons pas je fais une théorie de la science quand il s'agit de faire une théorie de la science et de la politique. Disons clairement je fais une théorie de la science et de la politique, et ça c'est tout à fait respectable, et c'est ce que je crois que je fais aussi. Et puis il y a une autre branche d'épistémologie qui est tout à fait respectable également, c'est celle qui étudie ce qu'on appelle autrefois les internalistes, mais qui sont les gens qui s'intéressent au développement intellectuel de l'activité savante et qui font des études indispensables sur les concepts de Newton, les concepts d'Einstein, etc. Cette épistémologie-là ne me pose aucun problème. Je suis un grand lecteur de Duhem, je suis un grand lecteur des grands auteurs d'épistémologie. La seule chose que j'attaque, et c'est vrai que je l'attaque un peu vigoureusement, presque obsessionnellement, c'est l'épistémologie politique, avec politique entre parenthèses. Donc on dit je parle que de science, et en fait il s'agit constamment de définir un certain ordre politique qui rend la science, et c'est pour cela que je suis tellement critique, qui rend la science incompréhensible au public et qui rend aussi la politique incompréhensible. Donc c'est cette pointe-là que j'attaque, et effectivement vous avez raison, dans les deux livres, qui sont deux livres vraiment jumeaux, Politique de la nature et L'espoir de Pandore. Je ne sais pas quel est le mythe de Pandore, s'il y a un équivalent en japonais du mythe de Pandore, mais qui est une très belle histoire dans la tradition occidentale de cette... c'est un robot. Les Japonais aiment beaucoup les robots. Pandore est un robot, et c'est un robot qu'on donne aux frères de Prométhée, et ce robot, qui est aussi très séduisant, qui est une très belle femme, comme vous le savez, a ouvert la boîte qu'on lui a apportée, que Prométhée lui a apportée, que les dieux lui ont apporté. Et tous les maux, toutes les catastrophes s'en échappent, sauf l'espoir, qui est resté en bas de la boîte. Donc je résume le mythe, parce qu'il n'est peut-être pas connu dans la tradition japonaise. Bon, alors, est-ce que je vois dire une chose? Bon, vous m'entendez? Bon, je suis vraiment content de pouvoir discuter avec vous, parce que je suis un des premiers qui ont introduit vos travaux dans le milieu intellectuel japonais. J'ai écrit un article intitulé Anthropologie des sciences il y a 12 ans, je pense, c'était en 1996. Là, je me suis référé en particulier la vie de laboratoire, et puis votre science en action, et nous n'avons jamais été modernes. Et bon, donc, d'ailleurs, pour le concept de anthropologie des sciences, c'était pour moi à l'époque était très intéressant, parce que pour moi, anthropologie était traditionnellement toujours liée à la recherche des peuples indigènes, etc., etc., etc. Mais sans doute c'est parce que notre monde contemporain a tellement élargi, a tellement rétréci l'espace inconnu, et si bien que l'anthropologie a un peu perdu son objet propre de, je sais pas, qui sont plus ou moins exotiques. Et finalement, les anthropologues se sont rendus compte que l'exotisme dans notre monde contemporain s'est trouvé justement dans le noyau de la civilisation occidentale, que sont les laboratoires scientifiques. Donc comme ça, vous avez travaillé dans
dans le laboratoire de Salk Institute pour le neuroendocrinologie, etc. C'est ça. Donc, j'ai présenté ça aux lecteurs japonais. Alors, je pense que ce concept d'anthropologie des sciences a intéressé les anthropologues professionnels japonais. Donc, je pense que c'est pas seulement par mon article, mais c'est vrai. Mais quand même, depuis quelques années, depuis dizaines d'années, je pense, certains anthropologues importants japonais qui commencent justement l'étude sur le laboratoire. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur votre analyse de neuroendocrinologie, une sorte de recherche sur de recherche de la mise en relation de l'hypothalamus, hypophyse, thyroïde par des agents chimiques. Donc, votre recherche sur l'analyse de TRF. Mais dans le contexte de constructivisme social. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu malheureux parce que c'était, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit en 1996, donc c'était justement à l'époque qu'on a discuté de ce que les Américains ont appelé la guerre des sciences, si bien que votre travail a été accompli dans le contexte de la guerre des sciences. Sans doute, vous avez écrit dans votre livre, vous aussi, mais ça, au Japon aussi, c'est ce qui s'est passé, à peu près la même chose, c'est que la discussion était très peu productive. On parlait de on parlait d'anti-science, on parlait de relativisme, etc. Donc c'était pas très intéressant. Donc je pense que c'était bien, c'était pas très bien. Mais aujourd'hui, mais quand même, votre travail, comme vous l'avez dit, votre travail sur la vie de laboratoire, etc. C'était pour moi j'essaie d'être épistémologue, donc pour les regards épistémologiques, votre travail était ceci de spécifique que à la différence de Popper pour la falsifiabilité ou bien etc. ou bien de vérifiabilité de l'école de Vienne, etc. Votre travail était vraiment descriptif et concret, mais j'ai une question quand même à vous poser. C'est que comme vous parlez en même temps de théorie de acteurs réseau, etc. Comme vous le savez, la théorie d'acteurs réseau, c'est une sorte de description de l'ensemble de réseaux, soit des acteurs, soit humains, soit inhumains, si bien que vous faites une description telle quelle d'un aspect de science, d'un aspect de science, d'un aspect de l'activité scientifique et sociale, mais à propos de cela, j'ai une question quand même. C'est que, par exemple, si on pense à la falsifiabilité de Karl Popper, quand même, dans cette notion, il y a un facteur prescriptif. C'est-à-dire que pour Popper, quelques propositions doivent être scientifiques ou bien non scientifiques par ce critère de falsifiabilité. Alors que votre travail de description, je me demande dans quel facteur ou bien dans quel sens votre travail peut être prescriptif, c'est-à-dire que à partir de votre travail sociologique sur les sciences et sur les techniques, est-ce que vous pouvez dire quelque chose qui est très bien ou bien qui est mal, qui sont bons, qui sont mauvais pour ce qui est des aspects de la société contemporaine? C'est ça ma question. C'est beaucoup de questions. Oui. Beaucoup de questions différentes. D'abord, je voudrais revenir sur l'exotisme, parce que nous partageons avec beaucoup de collègues japonais en anthropologie, effectivement, la critique de l'exotisme, celui que le Japon a subi pendant très longtemps sous le nom d'orientalisme dans tous les sens du terme. Et il y a un autre exotisme dont vous avez rappelé l'existence, qui est ce qu'on peut appeler l'occidentalisme, qui était de ne pas étudier justement le centre de l'activité des sociétés dites occidentales, c'est-à-dire la science, la technique, mais aussi le droit, j'y ajouterais, et aussi l'économie. Je pense que maintenant, je m'intéresse beaucoup à l'économie, et il faut mettre l'étude de l'anthropologie de l'économie, qui est en train de se développer beaucoup en Europe, va aussi contribuer beaucoup à cette diminution de l'exotisme en anthropologie comparée, disons. Et ça va devenir très intéressant d'aller étudier à nouveau, sous des formes nouvelles, la situation japonaise, chinoise, indienne, etc.
Donc la lutte contre l'exotisme, ça c'est quelque chose certainement que nous partageons. L'incertitude sur la fécondité de la guerre des sciences aussi, je pense que pour moi elle a été utile parce que je pense que c'était important que ce dernier, comme on dit en français, baroud d'honneur, cette dernière charge du rationalisme politique se manifeste, puisqu'il était très clairement politique. Donc il manifestait bien ses intérêts. C'était un combat d'arrière-garde avant la situation nouvelle dans laquelle nous sommes d'écologie politique. Mais enfin, c'était intéressant d'entendre crier les chercheurs mécontents, pour de bonnes raisons aussi, des portraits que l'on faisait de leur activité scientifique, ce qui a un rapport avec la dernière question que vous avez posée. Et donc, c'est vrai que pour moi, j'ai plutôt sympathisé avec nos ennemis, en quelque sorte. C'est-à-dire que si j'entendais des positions qu'on m'attribue à tort, mais je les entendais chez quelqu'un, je serais contre cette personne. Très clairement. Parce que la notion de construction sociale que j'ai toujours critiquée, c'est évidemment une absurdité. Donc, dans cette guerre, finalement, ça a permis, je trouve, de plutôt, je dirais, au total, de clarifier toute une série de combats. Et de toute façon, nous l'avons gagné, cette guerre. J'ai reçu l'autre jour un doctorat honoris causa d'un physicien des cordes à Montréal, et qui était très ému de me donner le doctorat. J'étais assez amusé et assez content que ça soit... Alors je lui ai dit, voilà, maintenant la guerre est finie, c'est un acte, disons, qui y met fin. Alors, sur le point de l'acteur réseau, M. Voronov en a parlé aussi, j'ai oublié d'en parler. C'est un argument qui est assez différent, et des arguments philosophiques qui m'intéressent, et des arguments et des terrains empiriques. C'est un troisième fil, en quelque sorte, dans ce que j'essaye de faire. C'est, en quelque sorte, le contrepoint de l'épistémologie ou de l'analyse des sciences. C'est-à-dire que de même qu'il y a une certaine théorie des sciences qui occupe un peu ou qui définit, à tort, je pense, l'activité politique, de même, il y a toute une théorie sociale qui empêche l'analyse et de la politique, et de la science, et du droit, et de l'économie, etc. Autrement dit, là, ma cible, c'est plutôt, disons, la ligne qui va de Durkheim à Bourdieu, disons, pour prendre des Français, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là, donc, la critique de la théorie sociale, c'est le pendant, en quelque sorte, de la critique de la conception de la nature, pour dire très vite. Dans la Constitution dont a parlé M. Voronov, il y a deux attracteurs, en quelque sorte. Il y a l'attracteur politique et l'attracteur social, disons, et l'attracteur nature. Et ce sont les deux sur lesquels j'ai essayé de faire porter simultanément l'analyse, à cause justement de la critique de la construction sociale. Donc l'acteur réseau, c'est une théorie qui est pas mal répandue, qui n'est pas toujours très bien utilisée. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Reassembling the Social, dont j'espère qu'il sera peut-être traduit, je ne sais pas, en japonais, et pour essayer de rattraper en quelque sorte cette théorie qui est devenue un peu un monstre, en particulier dans les écoles de management, un peu partout, et ce qui justifie tout à fait la question du professeur Kanamori, parce que il est vrai que ce sont des perspectives peu normatives. Donc pour répondre maintenant à la question, au fond, moi je suis aussi paupérien qu'on le voudra, hein. Du moment que le principe de falsifiabilité devient une pratique, c'est-à-dire qu'on montre qui falsifie qui et comment, ça me va très bien. La grande question normative, c'est justement celle qui est posée dans ce livre Reassembling the Social, qui a été traduit en français avec un titre un peu absurde de changer de société. C'est une question normative, mais le problème de la question normative, c'est qu'il faut la placer au bon endroit. Donc ce que j'essaie de faire dans les travaux récents, c'est de bien distinguer trois tâches différentes de l'enquête. Une tâche que j'appellerais de déploiement, donc de déployer les incertitudes, qui est le premier chapitre de ce livre, la première partie de ce livre. Une deuxième partie qui est comprendre comment ces incertitudes sont stabilisées, disons. Et la troisième, qui est celle qui répond vraiment à votre question, que j'appelle assembler le collectif ou réassembler le collectif, mais que le mot de M. Voronov tout à l'heure de reconstitution peut très bien capter. Et c'est là où la tâche de la bonne science et de la mauvaise science va se poser. Seulement, elle ne va pas se poser que sur la science, elle va se poser sur le bon monde commun, la bonne façon d'aborder les questions écologiques, par exemple. Et donc la question du bien et du mal ne peut pas être séparée
du point de vue scientifique et du point de vue politique et du point de vue moral. Mais cette tâche-là ne peut pas s'accomplir avant qu'on ait procédé à ce que j'appelle le déploiement des incertitudes. Sans ça, on se simplifie trop la tâche, en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'enseigne à Sciences Po et maintenant au MIT, aux mines, etc., un cours qui s'appelle cartographie de controverses scientifiques, qui est descriptive, évidemment, dans sa forme, mais dont le résultat est normatif. C'est-à-dire de construire le dispositif représentatif, on pourrait dire, le Parlement des choses, adapté à aux affaires, aux issues, comme on dit en anglais, qui sont propres à différents domaines. Donc, je ne séparerai pas, comme on le fait d'habitude, la tâche de description de la tâche normative. Je pense que ce sont deux moments dans quelque chose qui est l'assemblée ou ce que j'appelle la composition progressive du monde commun, qui est la définition que je donne à la politique, ou à la cosmopolitique plus exactement. J'espère que j'ai un peu répondu à votre souci. Ouais, ça va, merci beaucoup. Mais quand même, la raison pour laquelle je vous ai demandé cette question de description et de prescription, c'est que au Japon, depuis quelques années, il y a une association de savants spécialisants de STS, Sciences, Technologies et Société, a été établie. Et c'est une chose très bien parce que c'est quand même une fonction spéciale de faire enseigner au peuple en général ce que c'est que la science, ce que c'est que la technoscience, etc. Donc une sorte de mouvement de néo-lumière, parce que au Japon, il y a beaucoup d'essais de science agora, science communication, etc. Donc en fait, c'est très bien. Mais quand même, en observant ce mouvement de néo-lumière, je suis obligé d'avoir une impression que ce qu'ils font, comme, je sais pas, une sorte de... donc c'est pour ça que j'ai appelé néo-lumière, c'est que quand même un facteur critique par rapport à ce que les sciences et ce que les technosciences font au monde actuel n'agissent pas tellement dans cette sorte d'activité. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, soit par exemple de Bashfall, de l'OGM, centrale nucléaire, etc. Tout cela il est vrai, tellement entrelacé avec la politique, avec la science, avec la technologie, etc. Donc je sais bien qu'on ne peut pas très facilement se ranger du bon côté et du mauvais côté, c'est tout à fait sûr. Mais quand même, ça ne revient pas à dire que les chercheurs, soit de philosophes, soit de sociologues, spécialisés en STS, s'ils s'occupent uniquement de faire une sorte de mouvement néo-lumière, c'est-à-dire une sorte de mouvement publicitaire de technosciences au grand public, c'est quand même une sorte comme activité sociale, c'est trop unilatéral, et finalement trop peu philosophique. Donc pour moi, je ne sais pas si c'est la même chose en France, en STS en France, ça je ne sais pas, mais au Japon, au moins c'est mon impression à moi. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé cela. Et comment, par exemple, le mouvement de STS passe et fonctionne dans la société en France? Si je peux juste interjecter, oui. Les traducteurs demandent qu'on ralentisse un tout petit peu notre cadence. Pardon. Je vais parler plus lentement. Oui. En France, le mouvement STS, Science, Technology and Society, parce que là non plus on n'a pas de traduction, est peu développé. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un immense impact. En revanche, la question qui nous intéresse beaucoup en politique, en sciences politiques, c'est la question du débat public, du débat public autour des questions scientifiques et techniques. La France est de tous les pays le seul qui ait mis le principe de précaution dans la Constitution. Je ne sais pas comment on traduit principe de précaution en japonais, mais c'est un terme juridique qui est extrêmement important, puisque le président Chirac, à l'époque, l'a mis dans la Constitution française. C'est le plus haut niveau de la hiérarchie des normes juridiques. Et les OGM dont vous parlez ont suscité un tel débat que ça fait maintenant 15 ans que s'invente autour de ces questions une multitude d'expérimentations et d'institutions pour trouver la solution qu'on n'a pas trouvée du tout encore à ce genre de débats qui vont se multiplier
dans la mesure où l'ensemble de crises écologiques oblige à ce genre de discussion pour tous les objets nouveaux qui vont les préoccupations nouvelles et les soucis de la vie commune qui vont se multiplier, que ce soit la fin du pétrole, enfin toutes les questions qui sont dans les journaux. Donc je ne dirais pas que votre caractérisation du mouvement STS comme étant pas critique me surprend, parce que je leur reprocherais presque l'inverse, c'est-à-dire d'avoir une position critique, justement. C'est-à-dire justement que critique. Et je pense que c'est pas du tout la critique qui peut résoudre ces questions. On a d'abord un problème de description, c'est-à-dire qu'on sait très peu, on connaît très mal l'activité scientifique et technique, et encore moins, chose étonnante, l'activité économique. Il y a très peu d'anthropologie économique, donc on a la science économique, mais on n'a pas de description de la pratique économique. Donc ça, c'est la première tâche. Et on a très peu de moyens pour assembler, pour créer les institutions qui permettent d'assembler le collectif autour des questions controversées. J'ai consacré en 2005 une énorme exposition en Allemagne, à Karlsruhe, sur ces questions justement, avec un très beau catalogue qui s'appelle Making Things Public au MIT, à la presse du MIT, et qui essayait d'aborder très très directement cette question. Et je crois que là, les STS sont au cœur de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, beaucoup de gens s'intéressent à ces problèmes, comment, sur des questions scientifiques et techniques controversées, et elles le sont toutes controversées, et inversement, toutes les questions politiques sont maintenant des questions à contenu scientifique et technique. Donc il faudrait mieux qu'on trouve maintenant la solution, ou qu'on avance vers la solution, mais c'est une solution d'invention politique, d'invention d'institutions politiques d'une énorme taille. Je crois, vous utilisiez le terme de façon critique, mais je pense que Néo-Lumière n'est pas mauvais, parce qu'il s'agit d'une tâche qui est exactement aussi importante dans sa complexité, dans son invention juridique, que celle des premières Lumières, en quelque sorte. Et je crois que c'est la tâche des intellectuels et des universitaires d'approfondir ces questions. Et il faut d'abord que nous en sachions beaucoup plus, que nous soyons capables de devenir, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la description de controverses, capables de décrire les controverses. Et moi, je suis de la tradition, ce qui est très étonnant pour un Français, de John Dewey, et de Walter Lippmann et de William James, donc la tradition pragmatique au sens philosophique du terme, ce qui est très étrange en France parce qu'il n'y a pas de pragmatique français, il n'y a pas de tradition pragmatique française, mais qui me paraît la bonne théorie politique pour aborder ces questions. Je ne sais pas, encore une fois, si je réponds à la question. Mais... Merci. Je reviens sur votre expression capacité de décrire. J'avais pas beaucoup lu sur la théorie acteur-réseau, et maintenant ce dont je sais vient de vos livres. Je n'ai pas entendu, j'ai pas compris ce que vous venez de dire. J'ai pas beaucoup lu la théorie d'acteur-réseau. Ce que je sais vient maintenant de vos livres, mais en vous regardant établir vos concepts et même vos diagrammes de mouvement, de développement, j'ai trouvé que, peut-être sans l'avoir fait exprès, que vous avez c'est le meilleur effort que je connais pour établir un vocabulaire qui pourrait commencer à décrire des systèmes complexes, dynamiques, ou complex adaptive systems. Je préfère dynamique, c'est l'expression de Michel Reznek à MIT Media Lab. Donc, est-ce qu'il y a une vague parenté? Comment est-ce que vous voyez la société? Est-ce que vous le regardez comme un système d'émergence, un système complexe dynamique, ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir
avec la manière de voir et la manière dans laquelle la théorie a été développée entre vous, Michel Calon, et puis d'autres. Il existe des liens d'époque, naturellement, mais j'ai été moi-même très ami, avant sa mort, de Francesco Varela. Et il y a des liens, mais je crois qu'on se tromperait en faisant la connexion trop rapide, en tout cas pas avec la notion de système. S'il y a quelque chose contre lequel l'acteur réseau s'élabore, c'est vraiment contre la notion de système, dans la mesure où les réseaux ont une forme très différente de celle des systèmes. Mais des notions comme celle d'émergence, des notions comme celle de dynamique me vont très bien. Je suis beaucoup plus intéressé par le rapport entre les controverses à l'intérieur de la biologie ou de l'écologie, je parle là maintenant des sciences écologiques ou des sciences biologiques, et les questions de sociologie. Donc en ce sens-là, oui, bien sûr, il y a un lien étroit avec les gens qui s'intéressent aussi à prendre les systèmes sociaux sous une forme un peu différente de celle disons, pour le dire vite, les ennemis sont communs, c'est ceux du symbolique, c'est-à-dire ceux pour lesquels il n'y a que des systèmes symboliques, mais il n'y a pas de matérialité, disons, et la division classique entre les sciences naturelles et les sciences sociales. Moi, je parle d'ailleurs de sciences terriennes, je ne parle même pas de différence entre sciences naturelles et sciences sociales, ce sont des sciences de la Terre, en quelque sorte. Donc, je pense qu'on pourrait trouver un lien. Mais comme je suis disciple de Gabriel Tarde et non pas de Émile Durkheim, la connexion est beaucoup plus directement avec Darwin, disons. La notion de système est une notion assez peu darwinienne, mais en même temps la notion d'émergence et la notion de dynamique, oui. Donc je ne sais pas si on fait allusion aux mêmes littératures, mais dans la tradition qui n'est pas celle que justement a prise la sociologie presque universelle à partir de Durkheim, il y avait une option pour faire des sciences sociales, une grande science de l'émergence et des trajectoires ou des associations. Mais malheureusement, elle n'a jamais, elle n'a pas encore, en tout cas, triomphé. Qu'est-ce que vous avez vu dans la politique écologique qui vous a permis de penser que ça pourrait être ça le porteur de cette vision de reconstitution avec les choses, de porter ça dans la réalité, si vous voulez? Très peu, parce que malheureusement, la théorie écologique souffre d'un immense manque de travail intellectuel, disons, et donc elle a repris, avec des tas de variations et des tas d'écoles différentes. Je sais très bien que je suis très injuste en disant ça, mais en gros, les mouvements écologiques, et ça c'est vrai aussi bien au Japon, on le sait grâce au livre, l'excellent livre de Julia Adnet-Thomas sur la Reconfiguring Modernity in Japan, aussi bien qu'en France, en Allemagne et surtout en Amérique, a réutilisé la notion de nature pour établir des positions politiques. Et sans s'apercevoir que ça, c'était la pire des solutions, puisque c'était la solution qui avait été justement adoptée par leurs ennemis, donc une version scientiste de l'activité politique. Donc, alors que les écologistes ont des sujets de préoccupation remarquables, excellents, tragiques et passionnants, jamais la théorie n'a suivi. Donc contrairement au marxisme, le marxisme c'est l'inverse. Il y a une théorie qui a été très élaborée et une pratique qui a été désastreuse. Tandis que l'écologie, peut-être à cause d'ailleurs des désastres même du communisme, ça je n'en sais rien, a considéré qu'on pouvait s'intéresser aux objets de préoccupation pratique, mais sans faire le travail théorique, disons. Si bien que l'équipement intellectuel de la pensée écologique est tout petit. C'est un grand corps et un tout petit. Donc, ça, malheureusement, c'est un peu la situation actuelle, et je crois que c'est un peu universel. Je connais peu de pays où il y a eu vraiment une élaboration intellectuelle qui soit du niveau de celle qu'a connue le socialisme au XIXe siècle et au début du XXe. Et donc on a un problème tragique, parce que tous les problèmes sont des problèmes de nature évidemment entre guillemets, et à chaque fois qu'il y a une question importante,
les écologistes tombent dans le piège. Nous avons en France un grand écologiste, un militant écologiste qui s'appelle M. Hulot, à ne pas confondre avec celui de Tati, naturellement. Et ce grand écologiste, dont les sujets de préoccupation sont extrêmement importants et qui a un courage remarquable, utilise pour les promouvoir un vocabulaire et une théorie de la modernisation qui est absolument celui de ses ennemis. Donc, il ne parle que science, certitude scientifique et vérité indiscutable que les écologistes seraient chargés de faire passer dans le monde réel, ce qui était exactement la position aussi bien des tenants du néolibéralisme le plus extrême que celui des communistes. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que les écologistes n'ont rien appris. Mais du point de vue des domaines sur lesquels ils s'appliquent à trouver des solutions, ils nous apprennent énormément. Donc là, il y a une espèce de déficit intellectuel qui, en France, s'explique très bien par l'histoire intellectuelle française, que je ne connais pas malheureusement assez bien au Japon, malgré ce livre dont je parlais, mais qui, je crois, mériterait beaucoup l'attention des intellectuels. Justement, en vivant actuellement une espèce de recherche du modernisme, pour prendre deux exemples, si vous voulez, ici, le gros débat, c'est justement s'ils n'avaient jamais été modernes, mais pas dans le sens que vous avez écrit votre livre, mais puis on peut aussi voir le modèle de Turquie, où chez les universités, on voit beaucoup de publications dans ce sens, où on essaie de décrire le modernisme de la Turquie. Je suppose que ceci a à voir avec son entrée, disons, bâclée dans l'Union européenne. Mais je suis étonné que ça devienne une espèce d'enjeu d'identité à avoir absolument comme au début du XXe siècle, dans certains pays, il fallait avoir de l'électricité dans les rues et des toilettes et un système de sanitation qui fonctionnait pour être civilisé. On dirait presque maintenant, si on n'a pas une modernité qu'on peut constater et prouver, qu'on n'est pas contemporain, disons. C'est une vaste question. J'étais d'ailleurs en Turquie il y a quelques semaines pour la sortie justement de la traduction turque du même livre dont nous parlons, qui va être traduit, qui va sortir, je crois. J'ai bien compris qu'il allait sortir en japonais, n'est-ce pas? Oui, oui. Dans le mois qui suit, on y est presque. Là, je crois qu'il ne faut pas confondre des choses différentes. Il y a l'occidentalisation, qui est un terme d'ailleurs assez vague, qui couvre des choses comme celles dont vous parlez, qui sont essentielles pour quand même les 2/3 de l'humanité, qui aspirent toujours à ces éléments essentiels de confort et de sécurité surtout. Donc là, la question de la modernité n'a pas vraiment de... ça a eu un rapport, mais maintenant ça n'en a plus. Ce sont des biens communs, en quelque sorte, de l'humanité. Par contre, dans le cas de la Turquie, qui est très intéressant, c'est le cas du voile, qui lui, le foulard, qui lui marque quelque chose d'assez différent, et évidemment contraire exactement à la situation française, qui est l'idée d'une marche du progrès vers un État qui caractérise cette fois-ci non pas l'occidentalisation dont il y a des multiples dérivations, transformations, le cas japonais étant évidemment particulièrement bien étudié et particulièrement topique, mais quelque chose qui est la marche du progrès. Et c'est là où il y a une vraie différence par contre. La marche du progrès, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'avait jamais été moderne. Je sais qu'au Japon, un de mes amis anthropologues japonais dit que les Japonais ont toujours été postmodernes, ce qui est une autre façon de traduire le livre. Et là, ça a vraiment changé.
Et ça a changé dans le monde entier. C'est-à-dire, c'était l'idée que la modernité se caractérisait par une définition de l'émancipation. On s'émancipait, on avait derrière soi un passé qui était un passé d'obscurantisme, un passé d'archaïsme, et devant soi un avenir qui était un avenir d'émancipation. Et donc l'émancipation était fondée sur l'idée qu'on allait avoir, en gros, de plus en plus le contrôle et de moins en moins à se préoccuper de choses qui étaient associées à cet obscurantisme ou à cet archaïsme. La religion, d'abord. La religion, pour prendre un exemple. Les questions de limites, de nourriture, par exemple, de rareté. Et tout ça, c'est ça la modernisation. C'était cette idée, c'est pas simplement l'occidentalisation, c'est cette idée que demain, on va s'émanciper et que les problèmes, en quelque sorte, sont laissés derrière. Alors, on sait que ça n'a évidemment jamais été vrai, mais on s'est aperçu qu'on n'avait jamais été moderne qu'à la fin du siècle dernier, je le rappelle. Parce que la réalité dans laquelle nous sommes de plus en plus, évidemment, plongés, est exactement inverse. C'est que hier, dans le passé, nous avions à nous préoccuper d'un petit nombre de mots ou de biens. Et demain, nous aurons à nous préoccuper de biens et de mots beaucoup plus nombreux. Le moment où je crois que les sciences sociales ont absorbé cette évidence, c'est quand Ulrich Beck a sorti son livre La société du risque. Je ne sais pas si c'est traduit en japonais, je suppose. Parce que la société du risque a été le moment où on s'est aperçu que cet idéal d'émancipation était impossible, en quelque sorte. Non pas qu'il ne fallait pas s'émanciper, mais qu'il serait doublé d'une autre tendance, beaucoup plus forte, que j'appelle d'attachement, et non pas d'émancipation. Donc il y a d'un côté une montée des attachements, une augmentation des attachements, qui ne colle plus avec la notion d'émancipation. Et le postmodernisme, pour moi, c'est ça. C'est ce heurt entre deux mouvements complètement contraires et qu'on n'a pas du tout encore théorisé. Un mouvement d'émancipation auquel on tient évidemment toujours. Et c'est exactement son opposé, c'est-à-dire, vous lisez votre journal tous les matins, vous regardez la télévision, vous êtes sur le web, et vous aurez de plus en plus d'éléments à tenir en compte. Je crois que l'année dernière, les Japonais aussi ont été troublés par l'affaire de la grippe aviaire. Brusquement est entrée en politique la question qu'on n'avait vraiment pas pensé du tout à prendre en compte, qui était la circulation à travers le monde des oiseaux migrateurs sauvages, qui brusquement devenaient les vecteurs d'une maladie mondiale. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et c'est ça qui ne tient pas ni dans la définition de l'occidentalisation, ni dans la définition de la modernité. Ça c'est le point central. Et je crois que c'est commun pour ce que je connais par le très beau livre de Oudar, qui est une anthropologue française, qui a fait un très beau livre sur un laboratoire biologique japonais, qui montre très bien cette situation, qui est commune au Japon, certainement, et aux Américains et à l'Europe. Cette certitude que la modernité n'est plus capable d'absorber l'avenir, disons. Ou plutôt que la notion même d'avenir a changé. Les temps ont changé, c'est ça. La définition même, la flèche du temps a changé. Et c'est ça qui est nouveau, et c'est pour ça qu'on est un peu démunis. Alors les postmodernes ont essayé de trouver la solution en abandonnant, croyaient-ils, la perspective moderne, mais sans l'analyser au fond. Mais nous avons dit qu'on allait parler un peu du beurre au Japon, mais c'est précisément... nous y sommes. C'est précisément cette histoire-là. Et je pense que la chose qui me fascine le plus dans l'histoire, c'est aussi l'histoire de l'augmentation des prix alimentaires en France. Une partie des moteurs, parce qu'il y en a plusieurs, pourquoi ces crises sont arrivées, c'est que une grande partie du maïs maintenant va aller à la production du biofuel. Et pour la flèche du temps, notre appréciation du temps, pour moi, ça veut dire que la disparition du pétrole, on le vit maintenant.
ça gère déjà notre réalité. On n'est pas tout à fait là. On a 30 ou 40 ans, mais déjà aujourd'hui, ça a aidé à créer une crise qui nous a tombé dessus avec une certaine brutalité. C'est peut-être juste les gouvernements, ils ne veulent jamais annoncer des mauvaises choses, donc ils savaient très bien où tout ça vaquait. Mais, et puis peut-être à quoi bon annoncer ce qui va arriver de toute façon, je ne sais pas. Mais bon, les deux choses, c'est la brutalité avec laquelle ça arrivait, que ce soit l'hausse des prix alimentaires en France ou ici, la disparition du beurre de tous les rayons de tous les magasins. Je pense que c'était en avril, que c'était très étonnant parce qu'on n'avait plus. Et puis, cette fait de vivre l'avenir maintenant. Je ne suis absolument pas spécialiste des crises alimentaires, donc je ne me permettrai pas même de commencer une analyse ne l'ayant pas étudiée. Mais c'est plutôt un problème. Si on est dans le fil de la discussion précédente, c'est plutôt un cas qui me paraît assez général. C'est-à-dire que tout ce que vous pensiez être derrière se trouve devant, amplifié. Donc c'est le cas des maladies infectieuses, ça c'est très clairement le cas. C'est le cas de la rareté alimentaire, c'est le cas dont vous parlez, qui n'est pas aussi dramatique en France, mais qui est dramatique dans les pays, dans certains pays en voie de développement, beaucoup plus, et qui le sera de plus en plus évidemment. Autrement dit, tous les éléments, le maintien de la notion de modernisation avait un sens tant qu'on pouvait établir cette flèche du temps avec la notion d'émancipation. C'est-à-dire, ce que nous avons derrière nous ne reviendra pas. Et le grand philosophe allemand Peter Sloterdijk exprime ça avec une très belle image. Il dit, au fond, on n'a jamais cru que la Terre était vraiment ronde. On le voyait, bien sûr, on le sait. Mais on n'a pas cru, parce que la vraie rondeur de la Terre, c'est que toutes les choses dont on croyait s'être débarrassées reviennent vers vous après avoir fait un tour. Et ça, c'est vraiment c'est la nouveauté de la période actuelle. Et dans son grand livre, son volume, en 3 volumes, Sphère, c'est une immense étude de cette rotondité, en quelque sorte, de la Terre. Une façon plus banale de le dire, c'est celle de Beck. Les conséquences inattendues des actions reviennent sur les actions dès le début. Donc il y a cette espèce de retour qui est complètement contraire à la notion de modernité, qui était justement de se débarrasser définitivement et de s'émanciper pour de bon. En ce sens, l'expression du professeur Kanamori est très juste. C'est-à-dire que là c'est vraiment très différent des Lumières. On n'est pas du tout, c'est peut-être des néo-Lumières, mais on n'est pas du tout dans le même esprit du temps. Le Zeitgeist n'a pas du tout la même forme maintenant que du temps des Lumières à cause de ce retour. Donc c'est vrai de la religion, mais c'est vrai des crises alimentaires, c'est vrai d'une multitude de phénomènes que la tradition avait considérés comme dépassés. Au fond, c'est la fin, c'est le dépassement du dépassement, si vous voulez. Il n'y a plus rien qui est dépassé. Ce que Sloterdijk et moi, on avait codé dans la phrase, on est passé, je ne sais plus si c'est lui ou moi, mais on est passé du temps au temps de l'espace. On est passé du temps du flux temporel au temps de l'espace, et d'ailleurs de la cohabitation. On cohabite en quelque sorte constamment avec... Comme on a parlé tout à l'heure de la question de la modernité, parce que votre livre, nous n'avons jamais été moderne, pas être traduit. Je voudrais revenir à la question de la modernité. Ça a été publié. Ça a été publié. Ah, ça vient d'être publié, pardon. Non, ça va être publié. Je vais préciser, ils sont en train de finir les galets, la couverture est déjà prête et ça va sortir dans les bibliothèques dans le mois qui suit. Bon, voilà, excusez-moi de cette imprécision. Mais de toute façon, donc j'ai lu Nous n'avons jamais été moderne, mais vous avez parlé de prémoderne, moderne et postmoderne, et vous voulez insister sur la notion de amoderne. Mais justement,
pour nous, les Japonais, la notion de modernité a quand même une longue histoire. Généralement parlant, l'histoire de la pensée japonaise a été dominée par la philosophie bouddhiste qui était pas du tout, dont l'essence, je crois, se trouve dans une sorte de désagrégation sociale, de notion de sociabilité. Et puis aussi, la pensée japonaise a été dominée aussi par une sorte de théocratie shintoïste. Donc, la question de modernité n'était pas du tout majoritaire, c'était tout à fait une notion minoritaire. Mais comme vous le savez, à partir de l'introduction de la civilisation occidentale, à partir de deuxième moitié du 19e, on commence à parler de modernité, mais comme l'ère Meiji a été tellement voulu rattraper la civilisation européenne, donc on introduit technologie et la science, mais surtout la science en fonction toujours de sa finalité technologique. Si bien que comme ça, on a laissé oublier, on a faim d'oublier toutes sortes de couches métaphysiques, philosophiques, etc. de science, si bien que pour nous, les Japonais, toujours, je pense, c'est comme ça, la science, c'est comment dire, la finalité technologique est tellement liée, et si bien que tous les autres aspects de science, on ne fait pas tellement d'attention. Mais je pense que le concept de modernité, justement, a ceci de spécifique que c'est une notion qui déborde de la pure finalité technologique, si bien que ce qui veut dire que même les intellectuels japonais ont échoué de comprendre l'essence de la modernité, notion de la modernité. Donc, après l'introduction de civilisation occidentale, qui a commencé à partir de à peu près de deuxième moitié du 19e, mais vers le début du XXe siècle, les intellectuels japonais certains intellectuels japonais ont commencé à parler de dépassement de la modernité, mais dans le sens très spécifique, c'est-à-dire que une sorte de refus, une sorte de retour à leur propre tradition de pensée japonaise, et c'est presque une sorte d'irrationalisme. Donc, modernité était carrément simplifiée à une sorte de rationalisme, je sais pas, cartésien, et alors que pour nous, le bouddhisme, shintoïsme, etc., qui ont fait déborder du rationalisme européen. Mais comme vous le savez, cette propagande de dépassement de la modernité a été une logique de justification des intellectuels pour faire continuer la Deuxième Guerre mondiale. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, on a introduit une logique d'américanisation et puis une société industrielle, mais il y a une vogue de postmodernisme dans les années 80 et puis au début des 90. Mais pour nous, le postmodernisme japonais n'avait pas tellement de contenu. Mais finalement, évidemment, on ne parlait pas de dépassement de la modernité parce que ça avait une connotation trop militaire, disons, de Deuxième Guerre mondiale. Mais finalement, l'essence du postmodernisme japonais a été plus ou moins la même chose de refus ou bien d'essai de dépasser le rationalisme européen. Mais finalement, ce vogue a perdu sa force, si bien que actuellement, on ne peut plus parler de postmodernisme et comme si la vogue qui a duré quand même 15 ans, presque 20 ans, on oublie. Donc une sorte de versatilité intellectuelle qui fait que on oublie ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, et puis c'est comme si on continuait toujours, continuait de la marche rationaliste et industrielle pour promouvoir la société contemporaine et industrielle. Donc je pense que la question de la modernité, la notion de modernité, je répète un peu, excusez-moi, a été pas tellement
vraiment, comment dire, penser à fond, au fond, philosophiquement, les Japonais. Donc la publication de votre livre, Nous n'avons jamais été modernes, je pense que ça va donner beaucoup d'inspiration et puis ça va donner une occasion de débat pour les intellectuels japonais, je pense. L'histoire comparée, parce que ce que vous dites, le fait qu'on n'a pas approfondi à fond la question de la modernité, c'est le point commun que nous avons exactement dans la tradition occidentale, disons européenne, pardon, et la tradition occidentale japonaise. Donc le problème est exactement le même. Il y a eu une pensée critique, et à l'époque dont vous parlez de l'entre-deux-guerres, je ne me rappelle plus quel est le grand philosophe japonais de ce dépassement de la modernité, de ces célèbres... Koyama, voilà, Nishitani, oui. L'ami Andy Fenberg a pas mal étudié, et dont m'avait parlé Augustin Berg à l'époque où j'étais au Japon, correspondrait en France à à des mouvements assez semblables, en particulier en Allemagne après la guerre de 14. Donc je crois que là aussi l'histoire est assez commune. Elle est commune, disons, la difficulté de comprendre le XXe siècle, au fond. C'est plutôt le problème. Comprendre le XXe siècle, c'est quand même ça la grande difficulté. Et ni l'esprit critique, la pensée critique, disons, de l'époque d'après-guerre, ni le néolibéralisme n'a même commencé la tâche. Donc je crois que ça c'est assez commun. Je signale, parce que je voulais quand même signaler ce livre, parce qu'elle critique avec raison je ne sais pas si on voit le livre du professeur Thomas, mais il est très intéressant parce qu'il fait justement l'histoire dont vous parlez, avec un grand luxe de détails sur les différentes façons dont la nature a toujours servi la politique et la civilisation japonaise. Donc ce qui serait très intéressant, c'est de comparer un peu systématiquement ces différentes histoires de la notion d'occidentalisation et de modernité. D'ailleurs, j'avais envie, à un moment, mais je n'aurai jamais l'argent pour le faire, de réunir des intellectuels de tous les pays où a été traduit ce livre-là, puisqu'il y avait maintenant, je crois qu'il est sorti en 79, donc on aurait pu faire ou en 91, pardon, on aurait pu faire un colloque qui aurait été très intéressant de comparer un peu systématiquement ces histoires. Et donc la question me paraît commune. C'est une question que les intellectuels de tous les pays, pour lesquels ils doivent s'unir en quelque sorte, parce que c'est plus la critique de la modernité qui est en question. Ça n'a jamais été le cas au Japon, naturellement. Il s'agit d'occidentalisation. La critique du postmodernisme en France fait le même résultat. Ça s'est épuisé complètement. Mais les tâches écologiques, par opposition à modernité, si on voulait trouver un autre terme à modernité, ça serait le problème écologique, au sens très large du terme, pas simplement au sens des oiseaux et des poissons, etc. Lui me paraît celui qui doit occuper la scène, en quelque sorte. Et ça, c'est une question pour laquelle il n'y a pas de philosophie, en quelque sorte. Enfin, il y en a très peu. Michel Serres, en France, avait fait des efforts pour aborder cette question, mais ça reste... Et à mon avis, la grande pensée actuelle, en Europe en tout cas, sur ces questions, c'est celle de Peter Sloterdijk. Je pense que c'est lui qui a été le plus loin dans la rénovation de ces questions de nature, et que le grand philosophe de l'écologie, c'est lui. Je pense qu'il a une intuition du problème nouveau, qui n'est plus du tout celui de la modernité critique ou pas critique. Donc, excusez-moi, j'ai pas entendu le nom de ce personnage savant. Qui c'est? Peter Sloterdijk. C'est un philosophe. Sloterdijk. Sloterdijk. Oui, d'accord. Et je ne sais pas si on dit Dijk ou Disch. Oui. Et je pense qu'il y a là quelque chose de tout à fait fondamental pour la philosophie. Je pense qu'on va ouvrir le micro pour des questions. Oui. Ça va prendre un petit moment parce qu'on va demander à un de nos traducteurs de descendre jusqu'au podium pour nous aider pour la traduction. Donc, 30 secondes de pause, le temps qu'ils arrivent jusqu'ici. C'est la coupure publicitaire? Pas vraiment, parce que ça ne durera pas aussi longtemps que ça. Ça va.
Il y a le thème japonais. Là, c'est l'Assemblée, il y a une Assemblée, il y a une délégation. Oui. Si un de vous deux veut descendre. Attendez encore un moment. Il faut que je mette un casque. Ah d'accord. On attend qui? Non, c'est très bien. 役者を今度やらせてもらいます久美子川村です。聞こえてるかな。大丈夫ですか。私専門が環境問題をやってまして、環境のフィールドワークをやってるんですけども、先生のご本でやっぱりその、ポリティカルエコロジーよりもネイチャーポリティクスっていうのが結構強くなってるなという感じが非常にするんですけれども、それの中心になっているのがやっぱりヨーロッパじゃないかなという感じがするんですよね。というのはその、環境関連のいろんなスタンダード標準化をしているのがやっぱりヨーロッパを中心として起きてきているのかなという感じがしまして、それは例えばアメリカに対してアメリカのその環境政策が非常に十分じゃないのでそれに対応してそういった、政策を取ってくるんだと思うんですけれども、そういう中で先生はいろいろご本を書かれて、で今ヨーロッパはどういうふうな今後その方向性を持ってやっていくべきなのかなということをちょっとご意見ありましたらお願いします。川村久美子さん。Oui. Bonjour monsieur, je suis Kawamura Kumiko, donc traductrice de votre livre « Nous n'avons jamais été modernes ». Ah, enchanté. Ma préoccupation principale est la question de l'environnement d'ordre écologique. Et à vous écouter, j'ai bien confirmé mon impression que j'ai depuis toujours que en Europe ce n'est plus political écologie, mais donc l'orientation générale de la pensée écologique passe à nature politics. Et donc l'Europe est au centre de cette orientation, étant donné qu'on constate certains déficits de la politique en matière écologique aux États-Unis. Donc, selon vous, dans quel sens les travaux de normalisation en matière écologiste va s'acheminer? Normalisation voulant dire standardisation à travers tous les... Standardisation, oui. J'espère que je comprends bien la question, mais je pense que je suis pas sûr que... Je crois que tout le monde a les mêmes problèmes, en gros. Tout le monde les forme de façon différente. Mais la nouveauté des crises écologiques, c'est que comme elles sont globales, elles obligent à repenser un peu la définition même du global. Et au fond, la différence avec le moment moderniste, disons, c'est qu'on pensait que l'unification de ce globe, ou les questions, la standardisation, la normalisation, allait se faire par l'extension des sciences naturelles. Donc nous partageons tous les sciences naturelles, et donc nous avons tous le même avenir et la même définition, en quelque sorte. Ce qui change, c'est que nous n'avons pas les mêmes natures maintenant. C'est ce que j'appelle un terme un peu bizarre, mais qui m'a été suggéré par l'anthropologue brésilien
Vivero de Castro, multinaturalisme. Donc on a le problème, c'est que on le voit très bien dans le cas des OGM, on le voit très bien dans le cas de l'amiante, on le voit très bien dans le cas du climat. Nous n'avons pas les mêmes natures maintenant. Il faut mettre nature au pluriel. Et donc, la question politique revient au centre des débats parce qu'elle ne peut plus être simplifiée ou effacée par l'appel à la nature au singulier, disons. Donc si la question que j'espère avoir bien comprise porte sur est-ce qu'il va y avoir une standardisation ou une universalisation des questions écologiques, oui, évidemment. Mais ça ne veut pas du tout dire que ça va simplifier la tâche d'unir en quelque sorte le globe sous les auspices et sous la houlette ou sous la sphère, comme dit Sloterdijk, de la nature. C'est exactement le contraire. Et c'est pour ça je pense que si l'Europe est un peu en avance sur ces questions, c'est uniquement à cause de la notion de controverse et du principe de précaution, je pense. C'est-à-dire c'est parce que les controverses y sont plus vives sur la définition même de l'écologie, et les OGM sont un bon exemple, que l'Europe est obligée de penser pas mal, d'une façon assez rapide, à ces questions écologiques. Mais il ne faut pas négliger que l'ensemble des trouvailles techniques, des inventions et du travail militant se fait quand même aux États-Unis. Le grand livre qui vient de paraître sous le nom de Breakthrough par Schellenberger et un autre dont le nom m'échappe, je pense manifeste qu'il y a beaucoup d'inventions en ce moment sur toutes ces questions aux États-Unis. Donc j'espère que j'ai compris la question et je m'en excuse si je ne l'ai pas bien comprise. ですね、先生のご説はよくわかるんですけど、すみません、失礼します。先生のご説はよくわかるんですけれども、今現実問題としてやっぱりヨーロッパが、環境政策ということでどういう立場に置かれているかというと、他の国々に対してやはりその環境のスタンダードをまず決めていくっていう形の政策がやっぱり、それでやってきている、アメリカに対してもそういった政策を取ることを、例えば、その環境、化学物質でも何でもいいんですけれども、そういったものに関して、ヨーロッパが、自分たちはスタンダードを決めていくことによって地球全体のやっぱりその自然に対する姿勢を少し変えていこうという形でのそういう政策を取っていると思うんですね。でそうするとやっぱりネイチャーポリティクスそのものだと思うんですけども、やはりそれはアメリカに対抗するためにアメリカはある意味で環境政策非常にまだ環境政策的にはまだ、十分に熟していないとすれば、やっぱりそれはヨーロッパの政策としてそういったネイチャーポリティクスに移行している部分があるとすると、やはりそれではやはり地球全体としてはどういうことになるのかなと思いますので、先生がそのヨーロッパ今後どういうふうなやはりその、ポリティクス・オブ・ネイチャーとして全体としてなくヨーロッパ自体はどうしていくかということです。Je crois avoir bien suivi votre propos, mais je reformule ma question en d'autres termes. Tout de même, face vis-à-vis des États-Unis, où on constate, je répète encore, un certain déficit dans la politique écologique pour sauvegarder la nature, donc les Européens ont cette conscience de responsabilité en prenant l'initiative dans les travaux de normalisation, donc standardisation des normes en matière de la politique de la nature. Et
selon vous, donc personnellement, quelle est comment dirais-je, la philosophie qui sous-tend cette orientation des Européens en matière de la politique de la nature? Avons-nous une philosophie de la nature en Europe? Oui. Je pense que les philosophes ne sont pas là. De toute façon, les philosophes sont toujours un peu en retard. Ils suivent des choses qui sont d'une importance et d'une complexité et d'une immensité extrême. S'il y a un déficit en Europe, en tout cas, c'est, à part le travail dont je parlais de Peter Sloterdijk, c'est probablement en philosophie de la nature. Donc, je ne crois pas que les grands mouvements de civilisation soient fondés sur des idées philosophiques. Je ne crois pas assez au travail des philosophes, bien que je sois philosophe moi-même, pour ça. La philosophie suit et parfois saisit des choses, mais elle a peut-être dans une période au XIXe siècle précédé les évolutions, mais c'est certainement pas le cas en ce moment. Ce qu'on appelle philosophie dans un état de déliquescence et d'abjection extrême. Donc, je ne crois pas qu'on peut espérer que ce soit les philosophes qui définissent ces institutions. Je crois beaucoup plus aux économistes, aux politistes, aux militants, aux activistes, aux industriels, aux savants, aux innovateurs, à tous ceux qui sont saisis par l'importance de l'enjeu. Et là, il y a un tout petit avantage de l'Europe, c'est la fragilité même de son écosystème, en quelque sorte, ce qui est assez proche de celui du Japon, en ce sens, et que la complexité même du système européen permet un nombre d'expérimentations, que ce soit sur l'habitat, que ce soit sur l'épidémiologie, que ce soit sur les questions d'énergie, qui est plus compliqué peut-être pour l'Amérique. Simplement, si on prend le cas de l'énergie et des transports, on voit que si vous êtes un homme politique américain et que vous imaginez qu'il faut refaire la totalité de l'armature de transport, d'habitation, de construction d'un pays comme l'Amérique, si on veut absorber le pic du pétrole, qu'un politique américain se décourage et que les bras, en quelque sorte, lui en tombent, me paraît pas étonnant. La situation européenne, comme la situation japonaise de ce point de vue, me paraît moins écrasante, même s'il faut refaire aussi tout le cadre matériel. Le paradoxe de toute cette époque, c'est que jamais, au moment où il y avait des révolutionnaires, on avait imaginé de refaire la totalité du cadre matériel. Et maintenant, il n'y a plus de révolutionnaires, et il faut refaire la totalité du cadre matériel, mais en détail. Et c'est l'étrangeté de la situation dans laquelle nous sommes. Et je pense que c'est vrai que ça peut être plus au Japon et en Europe pour le moment, mais ça va peut-être changer, que se trouve l'énergie, disons, pour ces questions, mais pas la philosophie. C'est la situation concrète qui oblige à cette réflexion. Mais je pense que les États-Unis vont très rapidement, je l'espère en tout cas, me paraissent quand même la source de l'énergie aussi d'invention pour refaire complètement le cadre de vie. Ça, j'ai assez confiance, c'est mon côté philo-américain. J'espère cette fois-ci avoir bien compris, mais de toute façon, je voulais vous remercier, madame, d'avoir traduit ce livre difficile. Est-ce que nous avons d'autres questions? C'est fini? J'arrive. Bonjour. はじめまして、東京大学の大学院の、人文社会系で社会学の修士課程を卒業したばかりのです中西と言います。今日はこういった場で、どのような質問をさせていただこうかと思っていくつか考えてはきたんですが、非常に卑近な、質問を一つさせていただいて、そこから、ある意味では大きな少し、哲学的な課題に近づけられたらというふうに思います。卑近な質問といいますのはどのような質問と申しますと、
現在、日本では私の認識する限りですけれども、非常にある意味では政治的な右傾化が進んでいるように感じています。学生全体がある種の右傾化をしているのと同様に、大学というアカデミーという機関それ自体がある意味では右傾化をしている傾向を持っているかと思います。でその中で、社会学という私が専門と修士まで専門としていました、この後博士に上がるのかどうか考えているところなんですが、社会学という学問が持っているある種の逆にある種の左翼思想的なところ、ある意味では古典的にはマルクス主義思想なりコミュニズムといった思想等から入り、現在のまで続いているある種の日本では60年代後半から70年代まであった学生闘争なり運動の時代から続いているこの学問が持っている傾向性というものが非常に左派的なものも含んでいるというふうに感じている部分が強いんですが、フランスにおいて、社会学もちろんフランスにおいて、コント、デュルキャム以後フルデュに至るまで、社会学という学問が、創生された、社会学フランスにおいての現在、社会学という学問の位置づけが、どのようなところにあるのかということを、一つ明確に教えていただきたいなというふうに思います。つまり現代社会における社会学という学問領域が先生は科学の人類学ということをなされてきた先生だと思われますがその特に社会学という学問領域がどのような位置づけを与えられつつあるのか、または未来に与えられゆくのか、聞いてるところブリデュの、亡くなられた後講座が、なくなっているというかというようなことが縮小フランスにおいても社会学が縮小しつつあるような傾向があることを少しお聞きしていますが、実際のところどのようにお考えになれるかということをまずお聞きしたいんですが、よろしいでしょうか。Bonjour Monsieur Latour, je suis Nakanishi, je suis un étudiant en sociologie au cours de master à l'université de Tokyo. Et donc j'étudie la sociologie. Et donc ma question porte sur le rôle, sur la responsabilité qui incombe à la sociologie contemporaine. Aujourd'hui, au Japon, depuis certain temps, on constate une certaine droitisation de la société entière, ou le conservatisme politique qui gagne les esprits, même dans le campus universitaire. Or, la sociologie, depuis sa naissance, était une science qui étudie de façon critique les phénomènes de la société. Donc, la plupart des sociologues étaient plutôt à gauche. En tout cas, ils ont toujours l'esprit très critique, sans parler de l'école marxiste. Et depuis mai 68, aussi toujours cette tendance progressiste et critique, sinon révolutionnaire, dans les sciences sociales et notamment dans la sociologie, continue. Et je crois savoir que depuis Auguste Comte, fondateur de la sociologie française, jusqu'à Bourdieu en passant Durkheim, il y a cet esprit très critique dans l'analyse des phénomènes de la société. Alors, selon vous préconisez l'anthropologie des sciences, mais vous êtes quand même un des sociologues les plus représentatifs aujourd'hui de France et d'Europe. Donc, selon vous, quelle est la responsabilité de la sociologie? Quelle est la position de la sociologie sur la scène intellectuelle? Et je crois savoir que après la mort de Bourdieu, par exemple, la chaire occupée par lui au Collège de France est supprimée et non remplacée. Pas. Donc, est-ce que la sociologie en France a certains déclins
Les chaires du Collège de France n'ont pas de successeur. C'est normal. Chaque chaire, le mort s'enterre avec sa chaire, en quelque sorte. Et M. Rosan-Vallon, qui est le nouveau professeur de sociologie, je pense, se considère comme de gauche. Pas très révolutionnaire, mais je crois qu'il est de gauche. La question est importante, non pas parce que je crois assez peu à l'esprit critique. J'ai même écrit un article « Why Critic has run out of steam ». Donc je considère qu'il y a un vrai problème avec l'esprit critique. Et c'est vrai qu'on assimile la sociologie à un certain type d'esprit critique qui vient très largement d'un mélange entre l'école de Francfort, un peu de marxisme très transformé, et en France en tout cas beaucoup de Bourdieu. Mais cet esprit critique-là a totalement dégénéré, donc il n'est plus capable d'étudier la situation concrète. Et je pense que ça serait une erreur de mettre beaucoup de billes, de miser beaucoup sur le retour de l'esprit critique, et évidemment encore moins dans le retour de l'esprit révolutionnaire tel qu'on l'imaginait au XXe siècle. Je pense que la situation est beaucoup plus urgente que ça, et que, là où vous avez tout à fait raison, la sociologie a toujours une tâche politique. C'est ça qui la distingue d'ailleurs de l'anthropologie. L'anthropologie n'est pas forcément impliquée dans la question de la composition du monde commun, alors que la sociologie est impliquée dans la composition du monde commun. Donc, si la question c'est la responsabilité de la sociologie existe-t-elle, c'est un peu la question que posait le professeur Kanamori tout à l'heure sur l'aspect normatif de l'acteur réseau. Si la sociologie a-t-elle une responsabilité politique? Oui, elle doit l'avoir. Elle n'est pas du tout simplement une description. Si elle doit avoir, elle doit hériter de la pensée critique telle qu'on l'a pensée au XXe siècle, ma réponse est plutôt non. Je ne vois pas très bien maintenant ce que ajoute la notion de critique. Par contre, la grande tradition qu'il faut reprendre, et ça c'est celle que j'essaye de développer, c'est la tradition pragmatique. La grande tradition américaine, qui malheureusement n'a jamais pris corps en France, elle devient très importante à cause de ce que vous dites, monsieur, avec raison, qui est la droitisation, qui est générale dans tous les pays en ce moment, des intellectuels, enfin, ou de l'appareil intellectuel en général, qui est largement due, je pense, à la faillite complète de l'esprit critique, justement. Donc, on est dans une situation délicate dans laquelle l'esprit critique a failli, et du coup, là, il y a une importante droitisation, mais qui n'est pas, je crois, irrémédiable. Et c'est justement là où la tradition pragmatique doit être remise en place. Et là, à mon avis, la sociologie a un rôle très important à jouer. Elle a, vous l'avez cité depuis Auguste Comte, un but d'organisation de la politique. Alors, chez Auguste Comte, c'était un rêve démesuré, mais elle a un rôle très très important de ce que j'appelle exactement réassembler, reassembling, c'est pour ça que ça s'appelle en anglais reassembling, de réassembler ou de reconstituer, pour reprendre le terme de M. Voronoff, le social. J'espère que j'ai répondu à la question. Il est déjà 13h30 chez vous, je pense que nous allons arrêter là. Merci beaucoup. C'est l'heure de déjeuner, alors oui, on ne peut pas vous retenir. Écoutez, pour nous, c'est l'heure du dîner. Oui. Écoutez, ça m'a fait beaucoup plaisir de discuter avec vous. Donc, ça, j'espère qu'on aura une prochaine occasion comme ça, je ne sais pas, soit à Paris. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Bruno Latour et bon vent. Merci. Au revoir.